Allez, on va tout de suite recevoir le coach Bertin Chinda. Ici, on va débarrasser les rouges à lèvres et tout ça là. Et s'intéresser à quelque chose quand même de très important aujourd'hui, gérer efficacement la famille recomposée. Alors, il faut le reconnaître quand même, on vit dans une époque où les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses, quand même, du fait de ce que les gens ont eu une vie et après une autre. Et donc, entre-temps, c'est drôle, ça amuse un monsieur qui est derrière une caméra, il se reconnaît dans ce que je suis en train de dire. Et donc, c'est quand même assez compliqué, souvent à gérer aujourd'hui. Et donc, le coach Bertin Chinda, on doit le recevoir dans un instant, là, tout de suite. Parce que, chers téléspectateurs, comme je le disais, dans bien de couples aujourd'hui, l'un ou les deux partenaires arrivent parfois avec au moins un enfant. Voilà, donc un enfant, on sent que l'enfant avant le mariage. Et donc, il faut rappeler que c'est une situation qu'il va falloir gérer parce que il y a une belle-mère ou ça devient un beau-père qui n'est forcément pas ton père, n'est forcément pas ta mère, mais il faut que la cohésion familiale, hein, coach, soit d'actualité, naturellement, dans toutes ces compositions ou recompositions. Bonjour, coach. Bonjour, Christian. Vous allez bien? Oui, très bien, ce matin. D'accord, je sais que vous êtes souffrant depuis un bon bout de temps et faites quand même des efforts pour être avec nous. Oui, juste vous dire que les téléspectateurs, ils manquent aussi. Passer le message, communiquer avec eux. Et c'est toujours des moments de joie pour moi, d'extrême fierté, parce que je me dis, avec le retour, qu'ils en tirent beaucoup de bénéfices. Alors, justement, la question de la gestion efficace de la famille recomposée nous intéresse aujourd'hui. Et je le disais aujourd'hui, des statistiques du monde d'ailleurs, même quand on marche dans la rue, on rencontre des gens, on voit qu'il y a des familles recomposées, certaines personnes qui ont eu des enfants, au moins un, peut-être à la période de puberté aussi, ça peut arriver, ou alors dans une autre vie qui n'a peut-être pas marché. Et donc, il faut se reconstituer et forcément, on traîne avec soi quelques bribes de son passé. Et donc, coach, de quels paramètres aujourd'hui, puisqu'on va parler là de paramètres, faudrait-il tenir compte lorsqu'on se lance dans un mariage, appelons ça comme ça, relation, un mariage dans lequel chaque conjoint a précédemment eu une vie avec des enfants à l'appui? Oui, Christian, très belle question et très beau thème, très beau sujet parce que aujourd'hui, la majeure partie des familles que l'on retrouve, ce sont des familles recomposées. Et tu l'as si bien dit, on parle de recomposer avec des jeunes filles qui sont arrivées dans le mariage, de jeunes garçons qui sont arrivés dans le mariage avec des enfants, traînant avec eux des enfants, leur progéniture. Au moins un ou bien deux même. Donc c'est difficile à partir de 40 ans, 50 ans de trouver des personnes qui sont des familles uniques. Donc c'est toujours recomposé. Comment faire en sorte que dans cette famille recomposées, on ait une éducation soft, on ait une vie soft, on ait une belle cohésion familiale. On ait une belle cohésion familiale. Parce qu'il y a divers horizons qui se retrouvent là. Effectivement. Donc, l'erreur, je vais commencer par là, l'erreur que les gens commettent, c'est de penser qu'ils ont été mariés et comme ils entrent dans un nouveau mariage avec une nouvelle famille, il n'y a rien à faire. Et en fait, je veux dire qu'ils sont déjà des doyens, comme des recocos, comme des redoublants dans les classes. Ce n'est pas ça. C'est là où les choses deviennent même encore beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus difficiles. Et il faut s'asseoir à partir de ce moment. Ce n'est pas parce que vous avez échoué et que vous êtes en train de reprendre que vous êtes excellent. Non, ce n'est pas ça. Donc vous devez vous asseoir avec votre nouvelle partenaire. Vous n'êtes pas seulement deux. Vous êtes au minimum, on a dit là, au minimum 3 ou bien au minimum 4. C'est-à-dire l'homme avec son enfant, la femme avec son enfant ou bien avec ses enfants. C'est ça qu'on appelle famille recomposée. Donc ce n'est plus une question qui concerne les deux seulement, ça concerne toute une famille. Alors il faut donc s'asseoir à partir de ce moment pour comprendre déjà là où on va. On va dans un mariage avant de faire une famille.
On va dans un mariage avant de faire une famille. Et il faut comprendre ce que c'est que le mariage. C'est quoi le mariage? Il faut comprendre que le mariage est un projet commun pour le futur. Voilà. C'est un projet que vous êtes en train de mettre communément en commun pour votre futur. Et pour cela, il faut identifier dans un premier temps ce que vous apportez, ce que l'autre apporte. Et on va voir dans ce que vous apportez les enfants, ce que vous apportez votre patrimoine, votre ancien patrimoine, ce que vous apportez votre expérience professionnelle ou bien votre expérience maritale. L'autre également va voir ces éléments. Il est important expérience sociale aussi. Expérience sociale. Il est important de voir cela avant et non après que vous soyez mis en couple. Donc, il faut comprendre les raisons de l'union. Parce que vous pouvez vous mettre ensemble juste parce que vous avez une passion sexuelle. Vous aimez le sexe. Quand vous faites le sexe, vous êtes déjà marié. En fait, vous aimez faire le sexe avec l'autre. Ça peut être l'une des raisons. Vous pouvez vous mettre ensemble parce que vous avez besoin d'une femme pour s'occuper de vos enfants. Vous pouvez vous mettre ensemble parce que vous avez besoin d'un homme pour sécuriser vos enfants. Donc, il faut identifier très clairement quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous mettez ensemble. Ça, c'est déjà au niveau du conjoint, des conjoints. Il faut regarder, est-ce que ce n'est pas simplement par intérêt? Ce n'est pas mauvais d'identifier son intérêt. C'est plutôt simple parce que il n'y a aucun mariage sans intérêt. L'intérêt peut être financier, l'intérêt peut être psychologique, l'intérêt peut être social. L'intérêt peut être, j'ai dit psychologique, c'est-à-dire, par exemple, je veux porter le nom de famille de telle personne, je veux que telle personne soit ma sécurité. C'est un intérêt et qui est tout à fait normal, qui serait assez fou pour aller se mettre dans un mariage dans lequel il n'est pas en sécurité, il ne se sent pas en sécurité, ou il n'a aucun intérêt. Donc, c'est clair. C'est vrai que dans la société africaine, on va dire que c'est tabou, il ne faut pas parler de ces choses. Mais si vous ne parlez pas de ces choses, ça va vous rattraper. C'est clair. C'est pourquoi on a droit souvent au mauvais mariage, souvent. Voilà. À la longue, ça commence à coincer entre vous. Vous demandez d'où est-ce que ça vient. C'est parce que... Ça dérive des choses dont vous n'avez pas parlé. Et puis vous avez dit non, il faut que l'on soit pudique, il faut ceci. Vous devez identifier ce qui vous unit pour que cela n'impacte pas simplement sur vous, mais également sur votre progéniture. C'est ça. Vous voyez, il y a des couples recomposés des familles recomposées dans lesquelles on dit ton enfant parlant de l'enfant du partenaire ou bien de la partenaire. Alors que c'est déjà un produit du projet. Du projet. Donc ce n'est plus une affaire de ton enfant. Ce n'est plus une affaire de ton enfant. Et c'est l'enfant qui est malheureux à ce moment-là. Exactement. Et le père aussi psychologiquement à un moment coincé. Il est aussi psychologiquement coincé. Parfois il abandonne. Donc c'est les endroits dans lesquels les enfants surtout vivent avec un poids sur le cœur. Ils sont frustrés. Ils n'arrivent pas à... Ils ne peuvent plus apprécier leur nouvelle maman, par exemple. Voilà. Parce qu'ils ne ressentent pas cette attention. Voilà. Donc, je disais, dans un premier temps, il faut identifier les raisons pour lesquelles on va ensemble, tout en sachant d'abord en amont que le mariage dans lequel je me mets, c'est un projet commun avec ce monsieur ou bien avec cette dame pour le futur. Donc, j'assume tout ce qui en découlera. Donc, j'assume ce qui va en découler. Identifier les raisons qui me permettent d'être ensemble, qui me permettent de me mettre dans ce couple. Comprendre le but de posséder un enfant. Parce qu'en dehors de comprendre, d'identifier les raisons qui va lier les deux conjoints, il faut également comprendre le but de la présence d'un enfant dans une famille à ce moment. C'est vrai que mon enfant est venu par moi, donc j'ai demandé la responsabilité à Dieu. J'ai dit à Dieu que je suis capable d'assumer, d'accompagner cet enfant jusqu'à la réalisation de sa mission de vie. Maintenant, je me suis mis dans un couple, ou bien dans un ménage où Dieu lui-même a accepté de mettre sous ma responsabilité un autre enfant qui est l'enfant de mon partenaire. Donc du coup, quel est le but de la présence de l'enfant dans un ménage? Si on ne va pas regarder ça, pour comprendre que le but de la présence d'un enfant dans un ménage, c'est de donner la responsabilité aux deux partenaires, c'est-à-dire le papa et la maman, d'accompagner ces enfants jusqu'à la réalisation de leur projet de vie, de leur mission de vie. On va faire des distinctions. Alors qu'en réalité, je vais dire,
Mis à part les gènes, aucun enfant n'appartient à quelqu'un. Tous les enfants sont les nôtres. C'est-à-dire que l'enfant, qui soit sudiste, qui soit nordiste, qui soit érythréen, qui soit asiatique, qui soit américain, tous les enfants sont les nôtres, parce que les enfants sont des signes que Dieu a envie que la terre continue de progresser. Nous ne connaissons pas l'enfant qui a inventé cette lampe à incandescence. Vous ne l'avez jamais vu. Il ne savait même pas que vous devez l'utiliser. On ne connaît pas celui qui vous utilisez pourtant aujourd'hui. On ne connaît pas celui qui a fabriqué ce micro, celui qui a fabriqué l'avion, celui qui a fabriqué la voiture et autres. Donc tous les enfants sont les nôtres. Si on n'arrive pas à intégrer cela, le but de la présence d'un enfant sous notre toit, on ne va pas trouver la responsabilité que l'on aura à s'occuper de cet enfant comme nous-mêmes. Parce que le seul devoir qui nous lie à l'enfant, c'est de pouvoir l'accompagner, le coacher jusqu'à la réalisation de sa mission de vie. Et vous voyez que si on a compris ces éléments, ce qui nous lie ensemble, on a identifié ce qui nous lie ensemble, et ensuite, le but de la présence d'un enfant, on va faire une famille recomposée idéale. Oui, mais il y a la question de l'acceptation. Alors, on l'a senti un petit peu au début, comprendre la raison pour laquelle ça implique qu'il faut accepter un certain nombre de choses qui s'imposent, disons-le comme ça, parce que la personne ne va quand même pas tuer son enfant, ou alors il y a un choix qu'il faut faire un moment. Donc, la question de la transition en ce moment-là, pour que véritablement chaque partie puisse accepter l'autre. Comment on gère ça, en fait? C'est la partie la plus délicate, mais la partie la plus simple. Ah oui? C'est la partie la Vous la trouvez simple? Moi, j'ai le cœur qui bat quand on en parle. C'est la partie la plus délicate, c'est la partie la plus simple. Simple parce que ça ne demande qu'une seule chose. Et cette chose, c'est la communication. Ça ne demande qu'une seule chose. Ça suffit? Et cette chose-là, oui, c'est la communication. Maintenant, on va me demander comment communiquer. Comment communiquer et quel est le but de cette communication? J'ai dit tout à l'heure, pour identifier les raisons de se mettre ensemble, il faut communiquer. Et pour communiquer, il faut que la communication va servir à explorer le monde de l'autre. J'appelle souvent ça la carte de la réalité, la vision du monde de l'autre. Explorer la vision du monde de l'autre. C'est-à-dire, c'est moi qui vais me déplacer pour aller explorer sa vision du monde. Où elle est avec les enfants, enfin, qui sont encore les siens, on n'est pas encore engagé. Oui. Voilà. Non, peut-être pas encore engagé. La question de la transition. Oui, on est dans la transition. Avant que l'on ne s'engage, c'est ça qui me permet d'accepter que je vais m'engager, qui fait en sorte que l'un sache qu'il va s'engager ou pas. Donc je vais aller explorer la carte du monde de l'autre, sa vision du monde. Et il y a quoi dans sa vision du monde? Dans sa vision du monde, il y a sa façon de se comporter, il y a sa façon de faire, il y a son projet de vie, il y a son projet de couple. Qu'est-ce qu'il pense d'un couple? Qui n'est peut-être pas encore le vôtre, on ne le voit pas encore comme le nôtre, mais non, d'abord dans son couple, voilà. Qu'est-ce qu'il pense? Comment il se voit, lui? Comment lui, il voit le couple? Sa réalité. Comment est-ce qu'elle voit le couple? Tout à fait. Comment est-ce qu'elle voit un ménage? Comment est-ce qu'elle voit un projet social et familial? Comment est-ce qu'elle voit même les finances? Parce que si je rentre là-dedans sans identifier ces éléments, sans communiquer pour comprendre ces éléments, je risque de me retrouver avec la même personne que j'ai eue hier. Parce que supposons que je sorte comme ceci d'un ménage qui a été brisé, que l'un des partenaires sorte d'un ménage qui a été brisé. Et s'il va tout simplement aveuglement en disant, comme les jeunes aiment le dire aujourd'hui, je suis amoureux, sans regarder ce qui va avec être amoureux, tu risques de retomber sur les mêmes tares que tu reprochais qui a occasionné la séparation d'hier. Parce qu'il y a des choses qu'on va découvrir qu'on ne va pas apprécier. Voilà. Donc, il vaut mieux aller les découvrir avant. C'est ça que j'ai appelé explorer la carte de la réalité. Et communiquer dessus. Communiquer dessus. Explorer, c'est j'aime pas. On pourrait faire différemment, comme ça, et tout, machin. Des choses comme ça. Oui, dans un premier temps, c'est d'abord de comprendre. Ouais. C'est d'abord de comprendre, de savoir que ça existe. Et après, le fait que vous aimiez, que vous n'aimez pas, ça c'est une autre chose. Mais il faut d'abord aller savoir que comment est-ce que l'autre vit sa réalité. C'est de cette manière que je saurais si sa projection de vie peut aller avec ma projection
à moi de la vie. Ou si moi je peux m'y faire aussi. Aussi moi je peux m'y faire. C'est à ce moment que l'on va se mettre ensemble pour une continuité. S'il n'y a pas ça, c'est-à-dire que, je veux dire, cette exploration, on fait une navigation à vue. Maintenant, cette navigation à vue n'a pas qu'une seule conséquence, c'est-à-dire que la destruction de ma vie à moi, mais la destruction des enfants que je viens avec, et même des enfants que l'autre vient avec. Vous voyez, dans des ménages ou des familles recomposées, il y a des personnes qui parfois disent que tu traites cet enfant mal parce que ce n'est pas ton enfant. Et on arrive à penser que, vous voyez, ça découle de la mauvaise communication qui a été faite au départ. Parce que l'autre n'a pas épousé. L'autre n'a pas, il n'était même pas au courant. Il n'était même pas au courant. J'invite ceux qui nous écoutent aujourd'hui à regarder même eux-mêmes, parce que le problème est parfois, nous-mêmes, nous n'arrivons pas à identifier quel est même notre projet de vie à nous, quel est notre projet social et familial. On arrive tout simplement à sentir qu'on n'aime pas telle chose, je n'aime pas ce que l'autre fait, mais je ne sais même pas ce que j'aime. Vous voyez un peu, ça devient un snobisme. Un snobisme, c'est parce que j'ai vu que ça marche bien dans le foyer des X ou bien des Y, que je rentre aujourd'hui, je dis, il faut que ça se passe comme ça dans mon foyer ou bien dans mon ménage. Qu'est-ce que moi j'aime véritablement? Quel est mon projet de vie à moi, mon projet social et familial, mon projet financier dans lequel je suis en train de vouloir obtenir un certain nombre de choses afin d'embarquer l'autre. Donc, vous voyez que tout ça ne peut se passer qu'en termes de communication. Or, les gens, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, les gens se disent, oh, j'ai déjà une expérience, je suis un vieux marié, j'étais marié, que ce soit en termes de, j'avais même 2 épouses, ou bien, donc les gens se prennent ça pour acquis et rentrent dans un ménage. Ce n'est pas parce que vous avez une guitare que vous devenez guitariste. Ce n'est pas parce que vous avez un piano que vous devenez pianiste. Il faut apprendre à s'intégrer. Il faut apprendre à rentrer là-dedans. Apprendre à rentrer là-dedans, c'est de pouvoir, comme tu l'as dit, pour la transition, communiquer. Il n'y a rien d'autre que la communication. Et vous voyez que la communication, ça décèle les zones d'ombre. Ça recadre, ça encadre. Après, on sait ce que pense l'autre de la vie précédente qu'on a. Voilà. Donc, ça vous permet de pouvoir comprendre où est-ce que vous êtes. Parce qu'en fait, pour arriver à l'intimité, c'est de se confondre à l'autre. Se confondre à l'autre, c'est de pouvoir savoir que, ok, j'ai tous les éléments qui ne me feront pas peur dans la vie de l'autre. Mais il y a un risque, coach. Je vois une conséquence quelque part. Dans ce sens que une femme, par exemple, qui a eu des enfants avant, et qui, justement, par amour pour l'autre, on parlait justement d'amour à l'instant, se voit dans son projet et tout, mais peut-être l'autre n'intègre pas ses enfants dans son projet, mais aveuglement laisse ses enfants pour aller faire bonne figure dans l'autre famille. C'est-à-dire laisse ses enfants, justement ces enfants-là. Ça me rend triste quand je suis en train d'essayer de peindre cette situation-là qui existe dans notre société en réalité. Effectivement. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez cela? C'est normal ou? Non, on ne peut pas dire que c'est normal. On peut juste regarder comment est-ce que cette situation est arrivée. Et c'est arrivé par l'absence de la communication, par l'absence de l'identification des raisons pour lesquelles on se met ensemble. Vous voyez, je vais prendre un exemple, je vais dire un cas dans lequel ça peut arriver comme ça. Quelqu'un qui rentre dans une femme qui a tellement souffert avec ses enfants et qui a été abandonnée par son précédent ou par son précédent époux ou ses précédents ou bien qu'il est décédé. Elle a tellement souffert, elle a des qualités que les gens ne voient pas. Un jouet tombe sur, entre guillemets, un bon samaritain. Mais en fait, on va pas dire, dans un ménage, on va pas parler de bon samaritain parce que ce sont des projets que l'on met ensemble. Le monsieur vient vers toi parce qu'il a trouvé un intérêt particulier. Et toi, tu viens vers lui parce que tu as trouvé également un intérêt particulier. Donc, le monsieur, le bon samaritain, entre guillemets, est celui-là qui a peut-être un enfant ou bien 2, mais il a beaucoup d'argent et il va prendre soin de toi, de ta famille. Et pour des remerciements, ou bien pour l'encourager à faire davantage, certaines femmes arrivent à oublier leur propre progéniture, au profit du monsieur ou bien de l'autre. Ce n'est pas une bonne chose. Mais si on avait identifié au préalable que, en fait, je me mets avec toi parce que j'ai ces qualités,
Et toi, tu as également la fortune pour t'occuper des enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le rôle du papa de la maison, de s'occuper, de mettre son épouse ou bien sa famille en sécurité. La sécurité, c'est la sécurité psychologique, c'est la sécurité financière, c'est la sécurité. Donc, il n'y a pas de mal pour une femme de dire à un monsieur, est-ce que tu serais capable de t'occuper de mes enfants, de t'occuper de mes enfants. On ne va peut-être même pas employer l'expression t'occuper de mes enfants, de les prendre comme de les prendre. Donc, est-ce que tu serais capable s'occuper, psychologiquement, l'expression va faire genre, je m'en vais prendre en charge. Effectivement. Même si ça restera au fond une prise en charge, mais dans la forme, c'est comment on dit quoi? Nous prendre. Oui. Je mets un petit bémol là-dessus parce que dans certains cas, il faut quand même, même si on s'est séparé d'un autre ménage, il n'en demeure pas moins que ces enfants ont un papa, ont une souche, ils viennent de quelque part. Donc on ne va pas dénier la paternité de l'autre. C'est pour cette raison que j'ai dit, est-ce qu'il va être capable d'accepter, n'appelons pas s'occuper, d'accepter ces enfants et de les prendre en charge sous le prisme du but de la présence d'un enfant dans un ménage. Parce que ces enfants deviennent mes enfants et mes enfants deviennent ses enfants. C'est-à-dire que si la vie est vue de cette façon, c'est tout simplement parce qu'il y a manque de formation pour la population, pour la grande population, manque d'information pour la population et la grande population, que les choses arrivent à être mal faites. Parce que quand je discute en disant que c'est mon enfant, il faut que ce soit mon enfant. Mais si je suis décédé en tant que père, est-ce que j'irai encore dans ce ménage-là pour dire que ce sont mes enfants? Non, pas du tout. Donc, il faut que l'on se rende compte que il s'occupe de mes enfants ou bien je m'occupe de ses enfants comme demain il pourra s'occuper des miens. Personne ne connaît le lendemain, surtout en termes de temps de vie que l'on aura à faire sur la terre. Donc, du coup, on devrait s'occuper de chaque enfant comme si c'était les nôtres. Voilà comment est-ce que les choses, comme si c'était les nôtres. Donc, voilà comment est-ce que on devrait prendre la chose et avancer. Et dans cet angle, ou bien pris sur cet angle-là, vous verrez, les gens feraient de très très bons ménages. Et d'autres refuseraient. Oui, bien sûr. Parce qu'on vous dira, ce sont peut-être, ils deviennent peut-être les miens aussi, mais ce ne sont pas les miens. Vous voyez le petit ressenti derrière, c'est un ressenti qui fait qu'à un moment, on trouve un petit déséquilibre quand même. C'est psychologique. C'est même compréhensible. On a même envie de comprendre ça. C'est un arrière-goût d'égoïsme, d'égocentrisme. C'est un arrière-goût d'égoïsme et d'égocentrisme. J'ai dit tout à l'heure que Dieu peut ne pas me donner la force de vivre encore 2 ou 3 jours. Qui va donc continuer à chapeauter ses enfants en disant que ce sont les miens? Vous voyez, la personne que vous avez détestée hier peut être celle-là qui va s'occuper de ses enfants. Donc du coup, vous ne savez même pas si après la mort, ces enfants viendront à l'au-delà de rester encore vos enfants ou s'ils vous reconnaîtront ou pas. Si on avait compris les choses dans ce sens, si on éduque les masses dans ce sens, même ces vols, vous voyez que, je veux dire au niveau de l'État, où les gens emportent des magots d'argent pour aller garder sous prétexte que c'est pour préparer l'avenir de leurs enfants, ils ne le feraient pas. Pourquoi? Parce que si l'autre enfant vit mal, si un enfant qui n'est pas le vôtre vit mal, devient braqueur, il va venir braquer l'enfant qui a l'argent, et l'enfant qui a l'argent, c'est votre enfant. Vous voyez que vous n'avez rien fait. Merci beaucoup, coach Bertin Tchida. On n'a plus le temps, j'aurais partagé l'histoire formidable d'une première épouse qui a gardé les enfants de la deuxième épouse et n'a pas fait d'enfants, mais tous les enfants de la deuxième épouse étaient reconnaissants de la première qui s'est occupée d'eux. Et donc, je pense que c'est un sujet très intense que l'on pourra continuer. On continue vendredi, je vais retrouver cette histoire, on va partager ensemble. Coach Bertin Tchida, à vendredi donc. À vendredi. D'accord, bonne journée chers téléspectateurs, à demain 7h, on se retrouve ensemble.